Bonjour à tous. Si une organisation opère au Québec, il y a une nouvelle loi qui a vraiment changé la donne en matière de données personnelles, la fameuse loi 25. Et au cœur de cette loi, on trouve un processus qui est devenu absolument essentiel, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou EFVP. Pour s'y retrouver, on va s'appuyer sur le document de référence, le guide officiel de la Commission d'accès à l'information. Voilà la grande question que toutes les organisations doivent maintenant se poser. Avec la loi 25, la protection de la vie privée, ce n'est plus juste une bonne pratique, c'est une obligation légale. Cette analyse, l'EFVP devient donc absolument cruciale pour s'assurer que les projets sont non seulement innovants, mais aussi et surtout entièrement conformes à la loi. Alors, voici notre plan de match. On va commencer par regarder le contexte. Ensuite, on va définir ce qu'est une EFVP et voir quand elle est obligatoire. Puis on plongera dans le processus en 6 étapes. On terminera en parlant de l'importance de bien documenter son travail et de ce qui vient après. Allez, c'est parti. OK, commençons par le début, le contexte. La loi 25 a complètement redéfini les règles du jeu pour la protection des données au Québec. Et pour guider les organisations, la Commission d'accès à l'information, la CAI, a publié un guide qui est aujourd'hui la référence incontournable sur le sujet. Et c'est un point super important. Toute l'information qu'on va parcourir ensemble est tirée directement de ce DID. C'est la source officielle, celle qui fait autorité. On va donc se concentrer sur l'essentiel pour avoir des informations qui sont à la fois précises et fiables. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. L'EFVP, ou évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Qu'est-ce que c'est au juste? Voici la définition officielle. Le mot-clé à retenir ici, c'est évolutif. Ce n'est pas un formulaire qu'on remplit une fois et qu'on oublie dans un tiroir. Non, c'est un processus continu qui vit et qui respire avec le projet, de son lancement jusqu'à sa fin. L'idée, c'est d'analyser constamment tous les impacts sur la vie privée, qu'ils soient bons ou mauvais. Pour simplifier, on peut voir l'EFVP comme une table à 3 pattes. La première, c'est la conformité. Est-ce que le projet respecte la loi, par exemple sur les délais de conservation des données? La deuxième, c'est l'analyse des risques. Quels sont les dangers? Une fuite de données, par exemple. Et la troisième patte, ce sont les stratégies pour réduire ces risques. Comment on va les empêcher? Par exemple, en mettant en place une authentification à 2 facteurs. Et cette citation, elle résume parfaitement le tout. Une EFVP, ce n'est pas juste une case à cocher pour être conforme. C'est un vrai outil stratégique. Ça permet de justifier pourquoi un projet est nécessaire et de démontrer que la façon dont on collecte et utilise les données personnelles est proportionnelle aux objectifs. En cas de vérification, c'est un argumentaire en béton. Passons maintenant à une question très pratique. À quel moment est-on légalement obligé de faire une EFVP? La loi a fixé des dates très précises. Depuis septembre 2022, c'est obligatoire pour la recherche. Mais le gros changement, c'est depuis septembre 2023. Maintenant, ça s'applique à presque tous les projets technologiques qui touchent à des données personnelles et aussi aux échanges de données entre organismes publics. Bref, il y a de très fortes chances que beaucoup de projets en cours soient déjà concernés. Mais au-delà de ce que la loi oblige, le vrai bon conseil, la meilleure pratique, c'est d'intégrer le FVP dès la première seconde d'un projet. Attendre, c'est prendre le risque de devoir faire des modifications majeures plus tard et ça peut coûter très très cher. La proactivité, c'est vraiment la clé. Ok, on a vu le pourquoi et le quand. Maintenant, on va voir le comment. Le guide de la Commission d'accès à l'information nous propose une démarche très claire en 6 étapes. Voici la vue d'ensemble du processus. C'est très logique. On se demande d'abord si c'est nécessaire, puis on définit le cadre du projet, on prépare le terrain, on analyse, on écrit le rapport et surtout, on assure un suivi. Regardons quelques-unes de ces étapes d'un peu plus près. L'étape 3, la préparation, c'est la fondation de tout. C'est là qu'on fait l'inventaire précis des données. Qu'est-ce qu'on collecte exactement? On doit aussi cartographier leur parcours de vie, de la collecte jusqu'à leur destruction. Et bien sûr, on liste toutes les lois qui s'appliquent. Sans cette base solide, l'analyse qui suit sera bancale. L'étape 4, c'est le cœur du réacteur. C'est ici qu'on analyse pour de vrai. On vérifie si le projet est conforme, on identifie de manière très concrète les risques pour la vie privée et, le plus important, on décide des mesures qu'on va mettre en place pour soit éliminer ces risques, soit les réduire à un niveau acceptable. Et là, attention, le guide de la CAI met le doigt sur un point crucial. Il ne faut pas juste penser à l'impact sur une seule personne. Un risque qui peut sembler minime, quand on le multiplie par des milliers ou même des millions de personnes, peut devenir un problème gigantesque. Il faut donc toujours avoir une vision d'ensemble. Mais d'où viennent ces risques au juste? Eh bien, les sources sont nombreuses. Ça peut être un processus mal ficelé, une simple erreur humaine, un manque de formation, ou des choses plus sérieuses comme une collecte de données bien trop large, une technologie qui date d'un autre siècle, ou l'absence de consentement clair. Identifier la source, c'est la première étape pour trouver la solution. L'étape 5, c'est la documentation. Le rapport des FVP, ce n'est pas juste un résumé. C'est la preuve, noir sur blanc, que la démarche a été menée avec rigueur et sérieux. C'est ce document qui démontre la diligence de l'organisation en cas d'audit ou de question.
Et enfin, l'étape 6 nous rappelle que le travail n'est jamais vraiment terminé. Un projet, ça évolue. On ajoute des fonctionnalités, les lois changent. L'SVP doit donc être revue régulièrement pour s'assurer qu'elle est toujours d'actualité et que la protection des données reste efficace. Parlons un peu plus de cette documentation. Qui est responsable au final et pourquoi c'est si important de tout garder? Ici, il ne faut aucune ambiguïté. La responsabilité finale de l'EFVP, elle repose à 100% sur les épaules de l'organisation qui détient les données. Les partenaires, les fournisseurs, ils peuvent et ils doivent aider, bien sûr, mais ils ne peuvent jamais prendre cette responsabilité à sa place. L'imputabilité, ça ne se délègue pas. Le guide de la CAI est très clair sur ce point. Il faut absolument tout conserver. Ça inclut même les analyses des risques qu'on a finalement décidé d'écarter. Pourquoi? Parce que ça prouve la rigueur du processus, ça justifie les décisions qui ont été prises, et ça peut faire gagner un temps fou si les mêmes questions reviennent plus tard. L'UFPV est donc une étape fondamentale pour être conforme. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est plutôt la fondation sur laquelle on va pouvoir bâtir une vraie culture de protection des données. Une fois que cette base de conformité est bien en place, la question suivante se pose. Comment aller plus loin? Comment transformer cette obligation légale en un avantage, en un vrai gage de confiance? C'est exactement le sujet qu'on va aborder dans notre prochaine analyse, où on se penchera sur les certifications internationales comme ISO et SOC 2. Merci de votre écoute.